comme je vous ai parlé de malades que je veux au staff avec mes collègues internes, hier vendredi, un tuberculome peut poser diagnostic différentiel avec un astrocytome ou autre chose, une tuberculose intra-abdominale avec un lymphome, et ainsi de suite. Après cette remarque très gentille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire ou quelque chose à rajouter? Je vous remercie, on va passer à la pause café. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Le pneumoadulte, on peut en discuter avec les hospitaliers, on peut échanger, parce que c'est un vrai problème, et il y a des difficultés diagnostiques, comme je vous ai parlé de malades que je veux au staff avec mes collègues internes, hier vendredi, un tuberculome peut poser diagnostic différentiel avec un astrocytome ou autre chose, une tuberculose intra-abdominale avec un lymphome, et ainsi de suite. Après cette remarque très gentille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire ou quelque chose à rajouter? Je vous remercie, on va passer à la pause café. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Le pneumoadulte, on peut en discuter avec les hospitaliers, on peut échanger, parce que c'est un vrai problème, et il y a des difficultés diagnostiques, comme je vous ai parlé de malades que je veux au staff avec mes collègues internes, hier vendredi, un tuberculome peut poser diagnostic différentiel avec un astrocytome ou autre chose, une tuberculose intra-abdominale avec un lymphome, et ainsi de suite. Après cette remarque très gentille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire ou quelque chose à rajouter? Je vous remercie, on va passer à la pause café. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Le pneumoadulte, on peut en discuter avec les hospitaliers, on peut échanger, parce que c'est un vrai problème, et il y a des difficultés diagnostiques, comme je vous ai parlé de malades que je veux au staff avec mes collègues internes, hier vendredi, un tuberculome peut poser diagnostic différentiel avec un astrocytome ou autre chose, une tuberculose intra-abdominale avec un lymphome, et ainsi de suite. Après cette remarque très gentille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire ou quelque chose à rajouter? Je vous remercie, on va passer à la pause café. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Le pneumoadulte, on peut en discuter avec les hospitaliers, on peut échanger, parce que c'est un vrai problème, et il y a des difficultés diagnostiques, comme je vous ai parlé de malades que je veux au staff avec mes collègues internes, hier vendredi, un tuberculome peut poser diagnostic différentiel avec un astrocytome ou autre chose, une tuberculose intra-abdominale avec un lymphome, et ainsi de suite. Après cette remarque très gentille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire ou quelque chose à rajouter? Je vous remercie, on va passer à la pause café. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Le pneumoadulte, on peut en discuter avec les hospitaliers, on peut échanger, parce que c'est un vrai problème, et il y a des difficultés diagnostiques, comme je vous ai parlé de malades que je veux au staff avec mes collègues internes, hier vendredi, un tuberculome peut poser diagnostic différentiel avec un astrocytome ou autre chose, une tuberculose intra-abdominale avec un lymphome, et ainsi de suite. Après cette remarque très gentille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire ou quelque chose à rajouter? Je vous remercie, on va passer à la pause café. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Le pneumoadulte, on peut en discuter avec les hospitaliers, on peut échanger, parce que c'est un vrai problème, et il y a des difficultés diagnostiques, comme je vous ai parlé de malades que je veux au staff avec mes collègues internes, hier vendredi, un tuberculome peut poser diagnostic différentiel avec un astrocytome ou autre chose, une tuberculose intra-abdominale avec un lymphome, et ainsi de suite. Après cette remarque très gentille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire ou quelque chose à rajouter? Je vous remercie, on va passer à la pause café. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Le pneumoadulte, on peut en discuter avec les hospitaliers, on peut échanger, parce que c'est un vrai problème, et il y a des difficultés diagnostiques, comme je vous ai parlé de malades que je veux au staff avec mes collègues internes, hier vendredi,
un tuberculome peut poser diagnostic différentiel avec un astrocytome ou autre chose, une tuberculose intra-abdominale avec un lymphome, et ainsi de suite. Après cette remarque très gentille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire ou quelque chose à rajouter? Je vous remercie, on va passer à la pause café. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Le pneumoadulte, on peut en discuter avec les hospitaliers, on peut échanger, parce que c'est un vrai problème, et il y a des difficultés diagnostiques, comme je vous ai parlé de malades que je veux au staff avec mes collègues internes. Hier vendredi, un tuberculome peut poser diagnostic différentiel avec un astrocytome ou autre chose, une tuberculose intra-abdominale avec un lymphome, et ainsi de suite. Après cette remarque très gentille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire ou quelque chose à rajouter? Je vous remercie, on va passer à la pause café. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Le pneumoadulte, on peut en discuter avec les hospitaliers, on peut échanger, parce que c'est un vrai problème, et il y a des difficultés diagnostiques, comme je vous ai parlé de malades que je veux au staff avec mes collègues internes. Hier vendredi, un tuberculome peut poser diagnostic différentiel avec un astrocytome ou autre chose, une tuberculose intra-abdominale avec un lymphome, et ainsi de suite. Après cette remarque très gentille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire ou quelque chose à rajouter? Je vous remercie, on va passer à la pause café. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Le pneumoadulte, on peut en discuter avec les hospitaliers, on peut échanger, parce que c'est un vrai problème, et il y a des difficultés diagnostiques, comme je vous ai parlé de malades que je veux au staff avec mes collègues internes. Hier vendredi, un tuberculome peut poser diagnostic différentiel avec un astrocytome ou autre chose, une tuberculose intra-abdominale avec un lymphome, et ainsi de suite. Après cette remarque très gentille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire ou quelque chose à rajouter? Je vous remercie, on va passer à la pause café. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Le pneumoadulte, on peut en discuter avec les hospitaliers, on peut échanger, parce que c'est un vrai problème, et il y a des difficultés diagnostiques, comme je vous ai parlé de malades que je veux au staff avec mes collègues internes. Hier vendredi, un tuberculome peut poser diagnostic différentiel avec un astrocytome ou autre chose, une tuberculose intra-abdominale avec un lymphome, et ainsi de suite. Après cette remarque très gentille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire ou quelque chose à rajouter? Je vous remercie, on va passer à la pause café. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Le pneumoadulte, on peut en discuter avec les hospitaliers, on peut échanger, parce que c'est un vrai problème, et il y a des difficultés diagnostiques, comme je vous ai parlé de malades que je veux au staff avec mes collègues internes. Hier vendredi, un tuberculome peut poser diagnostic différentiel avec un astrocytome ou autre chose, une tuberculose intra-abdominale avec un lymphome, et ainsi de suite. Après cette remarque très gentille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire ou quelque chose à rajouter? Je vous remercie, on va passer à la pause café. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Le pneumoadulte, on peut en discuter avec les hospitaliers, on peut échanger, parce que c'est un vrai problème, et il y a des difficultés diagnostiques, comme je vous ai parlé de malades que je veux au staff avec mes collègues internes. Hier vendredi, un tuberculome peut poser diagnostic différentiel avec un astrocytome ou autre chose, une tuberculose intra-abdominale avec un lymphome, et ainsi de suite. Après cette remarque très gentille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire ou quelque chose à rajouter? Je vous remercie, on va passer à la pause café. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Le sérogroupe A dans l'hémophilus influenzae. Nous avons quand même réalisé une étude comparative pour voir un petit peu l'impact de ces techniques de PCR par rapport aux techniques conventionnelles et la PCR multiplex qui est une nouvelle technologie beaucoup plus rapide et qui a un impact majeur
dans la prise en charge du patient, puisque au bout d'1 heure, vous avez toutes ces 14 cibles sont identifiées. Vous avez E. coli sur LCR, hémophilus, le méningocoque, le strepto B, le pneumocoque et même les étiologies virales. Donc, vous envoyez votre LCR, si le laboratoire possède cette technologie, il va vous répondre très rapidement est-ce que c'est l'étiologie est bactérienne, quel que soit le type de LCR ou viral, et bien sûr identifier est-ce que c'est l'herpès, l'entérovirus ou méningite à varicelleuse, etc. Et ça, c'est extrêmement intéressant et nous allons voir les résultats par rapport aux techniques que nous avons. Donc, rappelons quand même que c'est une technique facile puisque la préparation manuelle nous dure pratiquement 2 minutes et puis il y a une soixantaine de minutes, 1 heure à peu près pour avoir le résultat final et un rapport final des étiologies infectieuses de la méningite. Rappelons bien sûr que la PCR, c'est Mullis qui l'a découvert en 1985. C'est après qu'on s'est rendu compte de l'ampleur de la découverte et il a eu le prix Nobel en 1993 par rapport à cette découverte. La PCR, bien sûr, on va utiliser des amorces et des sondes après avoir dénaturé bien sûr l'ADN cible et puis on va hybrider ces sondes et ces amorces. Il y a une Taq polymérase qui va en fait venir attacher les nucléotides complémentaires. Et donc à chaque fois, à chaque cycle, on va voir la multiplication des brins d'ADN si, bien sûr, la cible est présente. Et c'est ça qui est intéressant dans cette technique. Il y a une spécificité très élevée et une sensibilité qui est considérable. Voilà, c'est juste pour un rappel. Et puis, donc, nous avons comparé nos résultats. Alors, sur tous ces patients, nous avons pris 178 enfants qui ont, bien sûr, en fonction de l'âge, à peu près une centaine moins d'1 an, 64 entre 1 et 5 ans et un peu moins au-delà de 5 ans. La plupart, 91%, étaient vaccinés contre le pneumocoque et l'hémophilus. Et le service de recrutement, c'était les urgences pédiatriques avec la pédiatrie A et 1% seulement de l'area pédiatrique. Voilà les germes qui ont été isolés. Le pneumocoque en première position avec le méningocoque et puis l'hémophilus et aussi les étiologies virales ont été identifiées. Alors, ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que sur ces PCR positives, il y avait sur la PCR Pasteur de l'Institut Pasteur de Paris, qui est Centre national de référence sur le méningocoque, 24 étaient positifs, 25 sur Filmaret, 19 sur culture. Donc ces deux techniques sont beaucoup plus sensibles que la culture, qui est normalement qui devrait être le gold standard, ce qui est bien sûr ce qui est important à mettre en évidence. Et puis, si on va, puisque la PCR Pasteur, c'est une PCR qui est spécifique au méningocoque principalement, elle est principalement avec le Filmaret égal, mais pour le pneumocoque, le Filmaret a détecté un de plus. Donc, on voit bien que cette technologie qu'on a tant redoutée, elle a un impact considérable et bien sûr, elle rattrape des cas et des étiologies qu'on n'avait pas auparavant. Regardez aussi, la culture reste assez faible par rapport, bien sûr que la culture demande beaucoup de conditions et de préalables. Alors bien sûr, ça c'est des rapports où il y a eu des traitements antibiotiques. Après, c'était une méningite varicelleuse, alors que l'enfant n'a pas fait de varicelle auparavant, juste avant, et donc il était asymptomatique, mais il a fait une méningite varicelleuse. Le cytomégalovirus, le méningite entérovirus, et j'en passe. Et ce travail a été, bien sûr, concrétisé par une publication au cours de cette année des membres de la SOMIPEV avec l'équipe du Maroc, des différentes villes du Royaume, l'Algérie et la Tunisie aussi, avec l'Institut Pasteur de Paris. Voilà, donc c'est une technique extrêmement intéressante qui dresse le profil épidémiologique des infections méningées. Elle permet d'améliorer le diagnostic étiologique et elle minimise l'exposition aux antibiotiques puisque l'usage rationnel nécessite bien sûr une documentation microbiologique, ce qui est le cas ici puisque au bout d'1 heure vous avez un résultat, ce qui améliore considérablement le parcours du soin. Bien sûr que ces techniques sont particulièrement recommandées chez les sujets fragiles, les enfants fragilisés, en réanimation, etc.
Mais pour la méningite, je pense que c'est une technique qui a sa place puisque c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Les recommandations, c'est d'encourager la mise en place de ces nouvelles techniques, bien entendu. Intégrer la PCR multiplex dans le circuit du soin du patient parce que c'est important. Ça permet de résoudre beaucoup de problèmes et de ne pas perdre de temps dans la prise en charge. Bien sûr, ne pas traiter par antibiothérapie lorsqu'on détecte les agents viraux, ce qui fait la PCR multiplex répond rapidement à ce contexte. Et puis mettre en place des plans d'action de l'antibiorésistance et la mise à disposition des traitements antiviraux. Voilà donc, pour conclure, finalement, la poursuite de la surveillance épidémiologique apparaît indispensable. Nous sommes à la 3e année de cette étude Méninge-Stop. Ça nous permettra d'identifier davantage l'évolution des sérotypes et sérogroupes devant toute méningite pour adapter les schémas thérapeutiques, voire les protocoles de vaccination. Je vous remercie. Comme j'ai dit, ma présentation sera beaucoup plus pratique. Je vais essayer de partager avec vous l'expérience du service d'accueil des urgences pédiatriques en matière de l'approche syndromique et comment nous sommes passés de l'approche diagnostique classique à l'approche syndromique. Alors, comment faire pour passer? Ah oui, d'accord. Alors, comme a été présenté par mon ami Zuhair, l'approche syndromique, c'est un terme de laboratoire. Ça permet, par des kits de PCR, de chercher simultanément différents agents pathogènes lors d'une infection, quand la symptomatologie clinique n'est pas spécifique. Et ça a été bien présenté, c'est qu'un seul test permet la recherche de plusieurs agents qui soient virales, bactériens, même des parasites, et permet de donner un résultat rapide. Et c'est ça le plus important pour nous au niveau des urgences. Alors, je vais commencer par le panel méningite, méningoencéphalite, parce que c'est, on va dire, le motif le plus fréquent d'hospitalisation chez nous, c'est les méningoencéphalites, les états de mal convulsifs dans un contexte fébrile. Et le diagnostic de méningite méningoencéphalite est souvent diagnostiqué, peut-être en excès. Et on avait beaucoup de problèmes de prise en charge en matière d'antibiothérapie, traitement antiviral. Et est-ce qu'il faut arrêter ou il ne faut pas arrêter? Et c'est pour cette raison que j'ai commencé par ce panel, parce que c'est le panel qu'on utilise le plus au service des urgences. Alors ici, c'est un petit de 45 jours qui s'est présenté dans un état de mal convulsif tonico-clonique hémicorporel gauche, qui avait commencé 10 heures avant son admission, qui avait duré 30 minutes. Les symptômes associés, c'était des symptômes respiratoires, une rhinite avec la toux, et on trouve dans les antécédents une rhinite et tout, syndrome grippal chez le père. Alors, à l'examen, il n'y avait pas vraiment de détresse respiratoire ni hémodynamique, mais il y avait de la fièvre quand même à 38,5. Alors, le médecin d'urgence, dans ces situations, après le Valium, le Gardénal, il pense rapidement à donner l'antibiothérapie, parce que nous, on insiste toujours. Je préfère qu'il commence l'antibiothérapie et traitement antiviral, même en excès, et après, on verra en fonction des résultats de l'évolution. Puis, le bilan a été démarré. La TDM cérébrale normale, la ponction lombaire, comme vous voyez, il y a une méningite. C'est une méningite, il y a une hyperprotéinorachie, glycorachie avec un rapport normal, 40 éléments avec prédominance lymphocytaire, examen direct négatif. Alors le reste du bilan normal, la CRP, on l'a fait à H10, H11, 1,6. La procalcitonine, on l'a demandé, mais n'a pas été techniquée. Et le SOFA-score pédiatrique était à 0. Alors, dans ce cas, nous sommes bel et bien devant une méningite lymphocytaire chez un nourrisson de 45 jours. Alors, les questions qui se posent, qui a convulsé, c'est une convulsion hémicorporelle. C'est vrai qu'on dit que chez le nourrisson, ça n'a pas une valeur de localisatrice. Voilà, c'est ça qui nous fait peur, mais ça peut être aussi une origine bactérienne vue très tôt. Alors, dans l'approche
classique, habituel, nous, une fois qu'on commence l'antibiothérapie, on n'arrive pas à l'arrêter jusqu'à la culture. Faire l'IRM, quand on peut faire l'IRM rapidement, on le fait. Mais est-ce qu'avec l'IRM normal, est-ce que je peux arrêter le traitement antiviral? Nous, on n'arrivait pas à arrêter le traitement. Et c'était toujours ça le problématique. Traitement antiviral à cet âge, c'est 21 jours. Je ne peux pas garder là un nourrisson de 45 jours, 21 jours au service des urgences. Ben, il faut attendre G4. Moi, je n'ai pas le temps d'attendre pendant 4 jours. Il faut absolument qu'il y ait un diagnostic pour pouvoir le transférer. Alors, on a fait la PCR multiplex et c'était les Epstein-Barr virus. Alors, quand je fais de la recherche, ça donne des tableaux comme ça. Et le risque, l'évolution spontanément favorable en général, mais le risque, c'est qu'il peut faire de l'encéphalite après, il peut faire Guillain-Barré après. On l'a gardé pendant 24 heures de surveillance, puis on l'a fait sortir et on le suit en consultation. Alors, c'est un parmi les cas. Et après, on s'est dit, avant d'intégrer cette approche dans la prise en charge des infections au système nerveux central, notamment les méningites, méningoencéphalites, on va faire une étude locale. Alors, c'est une étude, on a inclus tous les enfants hospitalisés chez nous pour suspicion de méningite ou méningoencéphalite, et chez qui une ponction lombaire a été faite. C'était une étude rétrospective. Les variables de l'étude choisie, c'était la durée d'hospitalisation, le pourcentage de confirmation, ainsi que la durée de l'antibiothérapie. Alors, nous avons inclus 211 enfants, mais on a exclu 98 après parce que soit le dossier incomplet, soit ce n'était pas une méningite, c'était beaucoup plus des convulsions fébriles. Et on a gardé 113 répartis en 2 groupes. Un groupe avec l'approche diagnostic classique, habituelle du service, et un groupe où on a utilisé la PCR, bien sûr avec la culture du LCR. Alors, la majorité étaient des enfants âgés de moins de 1 an, et les symptômes les plus fréquents, c'était de la fièvre, les convulsions et les troubles de conscience. Je crois ici qu'il y a un biais de sélection, puisque au service, on reçoit beaucoup plus des cas graves et nous avons une unité de soins intensifs où on hospitalise ces enfants. Alors, comme vous voyez, en comparant les 2 groupes, on a noté vraiment une différence significative avec une diminution très importante de près de 50% durée de l'antibiothérapie, aussi de l'hospitalisation, et bien sûr un taux de positivité élevé parce qu'il n'y a pas que les bactéries, on arrive à isoler aussi les virus. Et je passe maintenant au panel respiratoire. J'ai choisi ce cas de ce petit de 29 jours parce que, à vrai dire, son histoire m'a marquée. Alors, c'est un petit qui a été hospitalisé au service pour des accès de toux avec cyanose et des pauses respiratoires. Cette symptomatologie avait commencé 1 semaine avant par une rhinite, la toux, puis les accès de cyanose 4 jours, et devant le refus d'alimentation, les pauses respiratoires, qu'il a été envoyé chez nous. Alors, l'examen à l'admission, comme vous voyez, il y a une détresse respiratoire manifeste, très importante, hypoxémiante, et avec des rales sibilants à l'auscultation pulmonaire. Alors, devant ce cas, le diagnostic habituel, il y a des médecins qui l'ont traité comme bronchiolite virale, ce que je n'ai pas noté. Alors, ils l'ont traité par de l'antibiothérapie, il a vu 2 médecins, nébulisation. Il y a des sibilants. N'élimine pas, je suis désolée. Association coqueluche plus bronchiolite. La co-infection. Co-infection, oui. Alors, le diagnostic au staff avec les résidents, c'était soit coqueluche, soit VRS, ou bien les 2. Alors, je me suis dit, on a fait la radio, parce qu'on a intubé l'enfant. Alors, voilà,
il y a la distension, il y a la téléctasie à droite, il y a un foyer du lobe inférieur droit. Bon, c'est vrai de mauvaise qualité parce qu'on a fait au lit de malade. Et on a fait la PCR. Alors, c'était Bordetella. C'était la coqueluche. C'est ça qui me fait peur. Et depuis, chez les moins de 3 mois, quand il y a des accès comme ça, on fait systématiquement. Alors, l'avantage dans ce cas, c'est ça nous a permis de traiter la sœur. Et normalement, on devrait vacciner la maman. Mais bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore les rappels pour les coqueluches adultes. Malheureusement, cet enfant, on l'a perdu et est décédé en réanimation. Pardon ? Il avait des glomérules très élevés ? Oui, avec une hyperlymphocytose. Parce qu'en voyant l'hémogramme, c'est très clair. Mais j'ai essayé de mettre la situation, de vous faire vivre la situation, comment on l'a vécu. Parce que quand on voit l'enfant, on examine, on fait la radio, on fait le bilan, on attend le bilan. Et il faut prendre une décision avant l'arrivée des résultats. Alors, pour le panel gastro-intestinal, ce qui est très important dans ce panel, à mon avis, c'est que, c'est vrai, il permet l'identification des virus, on ne traite pas. Mais le plus important, c'est l'identification des bactéries qu'il faut traiter, à savoir les Shigella, les salmonelles, chez certains enfants. Et nous, au service, on utilise beaucoup un article qui a été écrit par M. Robert Cohen concernant l'antibiothérapie dans les infections, dans la diarrhée chez l'enfant. Et on se base sur ça avec d'autres études pour choisir et sélectionner, même après résultat de PCR, quels sont les enfants qu'il faut traiter. Alors, ici aussi, on a fait une petite recherche, on s'est basé sur les recommandations américaines concernant les indications de PCR multiplex dans les selles et dans les infections gastro-intestinales. Et on a choisi comme critère diarrhée aiguë avec sepsis ou survenant sur un terrain particulier, à savoir la dénutrition, les nourrissons moins de 6 mois, les immunodéprimés, ou une diarrhée prolongée avec fièvre et ou déshydratation sévère. Et en général, ce sont les enfants qu'on hospitalise dans notre unité de soins intensifs. Alors, ici, c'est les résultats préliminaires d'une étude qu'on avait commencée juste avant Covid, en 2019. Et elle est toujours en cours. Alors, vous voyez sur un échantillon de 40 enfants, le taux de positivité avec PCR multiplex était de 65%, alors qu'avec la méthode classique, on se basait essentiellement sur la coproculture, c'était de 2,5%. Et l'avantage, c'est qu'on a pu identifier des germes qu'on n'avait pas la possibilité d'identifier avant, comme Yersinia, et il y a les norovirus, bien sûr rotavirus, et les Shigella et salmonelle. Mais le fait que vous ayez 22% de rotavirus, est-ce que ce n'est pas trop cher d'aller faire un multiplex? Alors vous pouvez directement trouver... Oui, mais 14% de salmonelle et 22% Terminé. de Shigella, ça nécessite... Terminé, on va discuter. D'accord. Parce que là, il ne vous reste plus de temps. Oui, alors je termine par ce cas clinique. C'est un nourrisson de 3 mois, pas d'antécédents pathologiques, qui s'est présenté dans un tableau de déshydratation avec état de choc, devant une diarrhée liquidienne, vomissement alimentaire et une fièvre évoluant depuis 3 jours. Alors, en plus de l'état de choc, il y avait la température à 40 degrés. Et la question, est-ce que c'est un choc septique? C'est uniquement un choc hypovolémique avec une infection gastro-intestinale habituelle. Alors, on a fait un seul remplissage, l'état hémodynamique s'est amélioré. Ben, c'est rassurant, ce n'est pas le choc septique. On a fait le bilan, le bilan habituel qu'on fait, c'est devant ce cas, c'est hémoculture, ponction lombaire, coproculture, le CBU. Alors, vous voyez ici, il n'y a que l'insuffisance rénale fonctionnelle, il y a une hyperleucocytose à prédominance neutrophile. Le CBU, il revient à négatif. L'hémoculture, il faut attendre 3-5 jours pour avoir le résultat. La même chose pour la coproculture. Elle fait après le remplissage LCR normal. Alors, est-ce qu'il faut traiter? Est-ce qu'il faut arrêter le traitement? Qu'est-ce qu'il faut faire?
On D'accord. discutera. Alors, on fait le PCR multiplex, c'était rotavirus. Et comme le médecin avait commencé le traitement par l'antibiotique, j'ai dit, on va arrêter le traitement, on va le surveiller. J'ai trouvé beaucoup de difficultés à arrêter le traitement, à convaincre les résidents d'arrêter le traitement. Ils commencent toujours le traitement, ils sont rassurés, ils sont à l'aise. Mais une fois que j'arrête le traitement, tout le monde me dit « Mais madame, il était comme ça, il était sévère, il était. » Monsieur, on l'arrête, on va surveiller. Si c'est sévère, il va présenter, il va s'aggraver. Alors, je termine par vous dire en conclusion, c'est qu'avec l'approche syndromique, particulièrement au niveau des urgences et soins intensifs, on est passé de la suspicion diagnostique à quand même la confirmation étiologique dans pas mal de cas et avec une prise de décision rapide, surtout en matière d'antibiothérapie, de durée d'hospitalisation. Est-ce qu'il faut isoler l'enfant? Il ne faut pas l'isoler. Et ça me permet aussi rapidement de transférer les malades quand j'ai un diagnostic. Et je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Merci, Madame Gdari. Le Président nous a donné 45 minutes. Ils ont fait 35 minutes. Nous avons 10 minutes de discussion. Yallah. Quelqu'un qui... voilà, micro. Merci beaucoup, bravo pour les 2 excellentes présentations. Moi, je témoigne que la biologie moléculaire nous a rendu d'énormes services au niveau des centres hospitaliers universitaires. Nous avons rejeté les antigènes solubles avec le LCR parce qu'il y a les faux positifs, les faux négatifs, etc. Mais ce matin, nous avons discuté au service un dossier de staff, un bébé avec une méningite purulente, avec des complications neurologiques manifestes, hydrocéphalie, empième, tout ce que vous voulez, ce qui n'est pas habituel avec le méningo, et c'est la PCR qui fait le diagnostic de méningo. Moi, je témoigne, il faut qu'on se dote de ces moyens pour qu'on puisse avancer. On peut voir le coût, mais attention, sur le plan économie, antiviraux, antibiotiques à l'aspect, on peut économiser énormément d'argent. 1. 2, ça nous avance énormément de le diagnostic. 3e question que vous avez posée, c'est que ça pose, devant une diarrhée aiguë, quand est-ce qu'il faut démarrer une antibiothérapie par voie IV? Et ça, c'est l'éternelle question qu'on avait depuis très longtemps, la suspicion du sepsis à point de départ digestif par translocation bactérienne. Moi, je vous dis, il ne faut pas se précipiter s'il n'y a pas de signe de choc, s'il n'y a pas de teint gris, s'il n'y a pas, d'accord, un certain de signe de gravité, d'accord, mais il faut d'abord réhydrater. Si le malade reprend, je pense qu'il faut patienter, il faut éduquer, parce que je peux vous dire que nos jeunes collègues, la ceftriaxone, c'est comme un bonbon, il faut faire attention. Je pense qu'on a 3 indications pour le multiplex, pour la PCR. Personne ne discute l'utilité, la nécessité devant une encéphalite, devant une méningite. Ce sont des infections graves qui peuvent laisser des séquelles. Il faut tout mettre en œuvre, tout mettre du côté du patient. La 2e indication, c'est celle du multiplex respiratoire. Peut-être pour les enfants hospitalisés, des bronchopnéopathies sévères, graves, d'emblée, rapides, chez des tout petits bébés de moins de 6 mois, ça aussi, c'est légitime. Et il y a la PCR, le multiplex pour les infections entérocoliques. Ce n'est pas n'importe quelle infection entérocolique. Il y a des infections entérocoliques à l'hôpital. Il y a ceux que l'on connaît, qu'on arrive à bien gérer. Il y a ceux qui sont persistantes, qui sont sévères, peut-être avec un sepsis. Je donne la parole à notre ami, M. Cohen, il va nous éclairer. Alors, non, moi je trouve que votre utilisation était excellente. À chaque fois, c'était une vraie indication. Il y a les plèches. Tu vois ce que tu disais, la coproculture, c'est un examen très difficile à faire. Non, attends. Pour la PCR par rapport à la... Maintenant, il y a beaucoup de laboratoires en France, je vais répondre, qui font maintenant des PCR avant, parce que la coproculture, par exemple pour les shigelloses ou pour les campylobactères, c'est un très faible rendement.
Pour certaines parasitoses, c'est un très faible moment. C'est une technique automatisée qui te donne. Ça ne change rien aux indications. Il ne faut pas faire de coproculture et d'examen de sel pour l'immense majorité des patients. Mais quand tu fais, tu passes par là parce que si tu mets la qualité du laboratoire, même quand ils sont bons, c'est pas facile la coproculture. Tu vois, tout à l'heure, je disais 2 hémocultures. Quand tu me dis, je comprends pas comment ça pousse pas, il y a un milieu. Tu vois ce que je veux dire? Des copros, c'est très difficile. Donc, cette indication-là pour les infections graves me paraît excellente. Bien entendu, pour tout ce qui est neurologique, c'est royal. C'est-à-dire, il n'y a même pas besoin de discuter. Le vrai problème n'est pas tel que vous l'avez utilisé, c'est le respiratoire. Le respiratoire, il y a un virome respiratoire. Il y a des enfants normaux qui ont des virus de portage, et par exemple les adénovirus, les rhinovirus, c'est souvent, c'est-à-dire c'est pas parce que c'est positif, tu dis j'ai une pneumopathie adénovirus ou un rhinovirus. S'il y a la pneumocoque sur votre PCR, le pneumocoque, le portage est normal. Mais par contre, quand tu isoles un Bordetella pertussis, ou quand tu isoles un VRS, ou une grippe, ou un métapneumovirus, tout ça, c'est sérieux. Le reste, c'est difficile, voilà. Donc, retenez que, effectivement, les vrais pathogènes dans le respiratoire, ils comptent. Ceux qui sont comme ça, bon. Et voilà. Je voulais juste compléter par rapport à ce que vous avez dit, Robert. Le respiratoire, effectivement, il apporte énormément d'arguments, bien sûr, étiologiques. Parce que non seulement, particulièrement dans cette période pandémique, parce qu'on a beaucoup de patients qui sortent dans ce panel Covid positif, mais il y a des fois où on a un para-influenza-virus ou un rhinovirus. Et là, c'est la clinique. Lorsque vous avez un enfant qui a une bronchiolite et vous avez un VRS, ça colle parfaitement. Lorsque vous avez une laryngite avec un PIV3, un para-influenza-virus 3, c'est pareil. Lorsque vous avez même une grippe, un rhinovirus qui sort, c'est pareil. Non, le rhinovirus, fais attention, rhinovirus et adénovirus et les autres, c'est pas. Mais VRS, c'est-à-dire que ce que je voulais, c'est-à-dire, ça n'est pas forcément, ça n'est pas uniquement le germe qui est mis en évidence. Il y a une clinique qui est normalement cohérente derrière. Mais d'abord, le Covid, je m'arrête là. Le Covid a changé la donne, parce que il est dedans. Hein. Le Covid a changé la donne pour multiplier ces examens pour ces choses-là. Mais ce que je veux dire, les grands pathogènes restent les grands pathogènes. Et il y a en dehors de la bronchiolite, il y a une telle corrélation, il y a une telle... par exemple, on a distingué VRS et Covid, c'est très difficile. C'est Zoé. Pour qu'on soit clair dans la salle, il n'y a que des cliniciens dans la salle. Je ne pense pas qu'il y a d'autres personnes qui font du laboratoire. De ton côté, quand on fait une étude scientifique, et on cherche les étiologies, c'est ce qu'on demande. On veut savoir, durant le mois de décembre, janvier, février, qu'est-ce qui circule comme virus. C'est légitime dans ces études-là de faire le panel, la PCR, pour aller connaître tout et connaître qu'est-ce qu'on hospitalise, qu'est-ce qu'on accueille. Mais quand on gère, nous les pédiatres, quand on gère une gastroentérite, quand on gère une bronchiolite, on n'a pas besoin de faire de panel. Sauf s'il s'agit d'une bronchiolite très sévère, hospitalisée, intubée, ventilée. Là, il faut qu'on sache, il faut qu'on aille plus loin. Donc il faut bien savoir mettre l'indication de ce panel. On ne va pas s'amuser à tous les enfants à leur faire des panels. L'avantage aussi, la co-infection, c'est important parce que beaucoup de cas, l'aggravation de certains enfants ont trouvé par exemple Covid-19 positif plus grippe, une co-infection avec l'influenza virus, oui, avec le VRS. Mais c'est dans une clinique, dans un hôpital, pas à l'externe. La parole est à Ma'al-Ainin. Non, c'est à moi depuis tout à l'heure. Ah, اسمح لي البريزيدون غادي يكون مع العلاقه. Comme Ma'al-Ainin, c'est un bon Merci, mon maître professeur Hamid. Donc je remercie mes amis professeur Ouided et professeur Zuhail. Donc je vous rapporte juste notre expérience chez le nouveau-né, c'est la co-infection. Et parfois, systématiquement, je parle des détresses respiratoires postnatales, donc la main c'est facile pour cette réaction malheureusement.
Donc on arrête l'antibiotique parce que soit c'est la co-infection virale, et je rends hommage à notre consoeur professeur Sola du laboratoire, chef du laboratoire de microbiologie de CHU de Marrakech, et dans le panel aussi neuroméningé. Récemment, on a isolé une varicelle néonatale chez un nouveau-né par le PCR. Donc vous voyez que l'intérêt il est là, mais surtout les indications aussi chez les maladies graves, là où il y a les infections sévères, et ça va nous permettre d'arrêter cette antibiorésistance qui est vraiment c'est catastrophique. Professeur, mon maître professeur Ouskelaoui, il est au courant de l'étude, et on a des germes qui sont sévères. Merci beaucoup Fadl pour ton intervention. La parole est à Hassan Afilad. Non, moi je voulais juste corriger un malentendu. Je n'ai pas dit que le multiplex n'était pas meilleur que la coprose. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que vu le prix, si vous faites un rotavirus et vous le trouvez positif, pourquoi aller faire un multiplex? Voilà ce que j'ai dit. Oui, vous avez tout à fait raison. Nous, au laboratoire, lorsqu'on a une diarrhée virale et on suspecte déjà un rotavirus, on fait un test d'agglutination rapide. D'abord, lorsque on ne trouve pas l'étiologie, on passe au multiplex. On fait d'abord rota-adéno, et puis après, on peut faire le reste si c'est négatif dans les deux, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Donc, il y a une attitude. D'ailleurs, on ne fait pas la filmarée pour toutes les diarrhées virales, bien entendu. On le fait dans des indications précises. Je donne la parole à Khalid Bouhmouch. Pardon, excusez-moi, Madame Guidari. Alors, par rapport aux indications de panel infection gastro-intestinale, je suis tout à fait d'accord. Nous, on a choisi les critères d'indication. On a choisi les déshydratations avec sepsis ou sur un terrain. Immunodépression, moins de 6 mois. Et en général, quand on fait la recherche, c'est là où il y a l'indication à donner de l'antibiothérapie. On peut avoir des infections bactériennes comme les Shigella, les salmonelles. Voilà, c'est ça, c'était pour ça. Mais on a beaucoup de diarrhée, d'infections gastro-intestinales, mais on ne fait pas. C'est pour cette raison que la taille de l'échantillon est vraiment très petite, parce qu'on n'arrive pas à... C'est Khalid Menbad, c'est Mohamed Bouskelaoui. Oui, moi c'est juste pour une réflexion. En fait, nous en pratique de ville, là on a un outil disponible. La question qui se pose, qui est toute bête, c'est que c'est un examen qui coûte très cher. Effectivement, il faut sélectionner les indications, ce qui est normal, parce qu'il y a la clinique, il y a toute la perception et tout le recul qu'on peut avoir pour s'orienter vers un diagnostic. Et puis, de plus en plus, on est en train de s'orienter vers une médecine de preuve. On a une preuve et on traite. Et donc, il y a toute une mentalité qui est en train de changer. Et je voudrais dire aussi, c'est un examen, et grâce au Covid, pratiquement tous les labos, ou la majeure partie des labos de ville, peuvent avoir cette technique, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, il faudra réfléchir. Et là, j'aimerais bien que CAFIF puisse intervenir sur ce dossier, parce que, tabarakallah alayhi, je le dis à chaque fois, il faut penser au remboursement. Parce que le remboursement, c'est quelque chose de très important. Et nous, par rapport aux familles, parce qu'il y a un engagement aussi matériel de la part de la famille, il faut que ça soit remboursé, accessible, pour réduire la prescription, pour avoir un diagnostic avec un germe précis et bien sûr affiner les indications. On ne va pas demander à tout le monde une PCR, mais pour certains enfants pour lesquels il y a un doute, et on a de plus en plus de structures en privé qui font de l'hospitalisation, donc ce n'est pas forcément un problème de l'hôpital, c'est un problème aussi qui touche une population. Le troisième problème, c'est que là, on va avoir une couverture universelle pour tous les Marocains, donc il faut absolument qu'on puisse, nous pédiatres, réfléchir sur toutes les choses qui doivent être remboursées, qui doivent aider les familles, et c'est généralement des jeunes couples, donc il faut aller vers cette voie-là et travailler le lobbying. Et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir l'avis des CAFIF. Merci beaucoup Khalid pour ton intervention. Très rapidement. Oui, c'est Abid. Je pense que moralité d'aujourd'hui des deux exposés, et surtout pour les infections neuroméningées, beaucoup de collègues, lorsqu'ils sont perdus, ils vont mettre parfois les antibiotiques, les antiviraux et même les antibacillaires. C'est facile de démarrer, mais la difficulté, c'est quand est-ce qu'il faut arrêter. Et c'est pourquoi l'apport de PCR est capital. Nous avons l'expérience à Marrakech, ça se passe très bien. La première des choses, très rapide. Deuxième des choses, nous invitons
à la SOMIPEV, le début décembre, nous allons traiter que la diarrhée aiguë toute la matinée et nous allons discuter les indications des antibiotiques. Voilà. Oui, oui. Je vais faire le commentaire, le problème. Là, ماشي قضية ديال laboratoire. Les deux. Non, mais avant, on est en pleine discussion pour la revalorisation du tarif national de référence. Et la délégation de la pédiatrie, elle est présidée par Hassan Filel pour discuter tout ce qui est pédiatrie, puisque déjà, on a pu obtenir au niveau de la réanimation à ce que ça soit augmenté de 10%. Donc, par rapport au tarif adulte. On a besoin de ces études-là parce que ce sont ces études-là, c'est عبيد. لا تسمعني ولكن خصك تشوف فيها. قالت لي انت ما عزيزش عليك شي واحد يهضر وما تشوفش فيه. Donc داكشي علاش انا لا ميم شوز. قالت لك le problème qu'il y a, c'est que maintenant avec la couverture universelle, le ministère des Finances est partie prenante. Donc القجع ولا نادي يفتح تعرفوا الحساب. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut les convaincre que ça ils vont gagner en remboursant. C'est comme l'histoire qu'ils ont faite avec le test rapide pour diminuer pour l'angine. Test, voilà. Donc en fait, on a besoin de ces études. Et il faut maintenant, puisqu'on est là, créer un petit comité avec des gens qui veulent travailler avec Sizouer ou Mme Guttari pour dire quand on va aller présenter, voilà, et bien sûr faire ça de concert avec les biologistes, parce que bientôt, ils vont discuter avec les biologistes. Moi, j'ai une toute petite question aux deux orateurs. On fait beaucoup la PCR multiplex en France. Nous avons pas mal de faux positifs et de faux négatifs. Alors, je ne sais pas, dans votre expérience, le travail que vous avez fait, est-ce que vous avez remarqué ces éléments-là? Je parle bien sûr de la PCR nasale. Je ne parle pas de la PCR dans le liquide céphalorachidien, parce que dans le liquide céphalorachidien, je pense que le débat est assez homogène et qu'il y a une espèce de consensus autour de ça. Dans le même cadre, est-ce que tous les laboratoires, ceux qui sont spécialisés, ceux qui ne sont pas spécialisés, qui sont généralistes, en particulier dans le secteur libéral, est-ce qu'ils ont tous la même compétence? On a vu qu'avec le Covid, au moment où les gens, laboratoires, devaient faire du Covid, il a failli un cahier de charge, il a failli. Un tel exactement ce qu'il en est. Alors moi, je peux répondre techniquement, scientifiquement. Déjà, par rapport aux faux positifs et faux négatifs, on raisonne, nous, sur le plan sensibilité et spécificité de la technique. On considère que ces techniques multiplex, ils ont une spécificité, une sensibilité très élevée, beaucoup plus que les techniques gold standard qui étaient la culture notamment. Donc ça, c'est un élément important. Après, pour être convaincu que c'est un faux positif ou négatif, il faut vraiment le vérifier, avoir un argument scientifique derrière, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des problèmes de préanalytique. Il faut d'abord avoir l'assurance qualité d'un bon prélèvement dans la phase préanalytique, un bon acheminement bien sûr du prélèvement, une bonne conservation lors de la manipulation aussi. Et donc tout ça, c'est beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu pour pouvoir justifier un faux ou positif ou pas. Et nous, ce qui est important, c'est de savoir quel est le degré de sensibilité de la technique et quel est le degré de spécificité. Pour la PCR multiplex, c'est l'une des meilleures, voire la meilleure actuellement, et qui est en train de supplanter les techniques conventionnelles. Nizha. Oui. Robert. Parce que si tu prends le micro... J'ai le micro. Bonjour, M. Bouskarem. Donc, juste pour professeur Zouhir, bonjour. Oui. Donc, en ce moment, on travaille beaucoup, surtout M. Bouskraoui, pour le test rapide pour l'angine. Qu'en est-il pour le test rapide pour le rota? C'est-à-dire, on aimerait bien avoir un test rapide, puisque c'est un test qui est très rapide pour le clinicien. Ça nous évitera beaucoup des acrobaties, de réflexion, donc et aller directement vers le traitement.
Alors, je peux répondre parce qu'on l'utilise déjà. Oui, on l'utilise déjà. Et le plus marrant, c'est que oui, Robert, ça peut faire... Ça peut servir même pas parce que les enfants n'ont pas toujours des selles pendant la consultation. S'ils en ont, c'est très bien. Tu fais le test rapide. Oui, mais tu n'as même pas besoin. Tu fais un prélèvement anal standard, comme tu fais une recherche de BLSE, et le rota est en quantité tellement importante dans les selles que c'est très sensible. C'est pas aussi sensible que la PCR, ça c'est sûr. Pour le rota, si. Pourquoi oui. Parce qu'on peut trouver 1 milliard de rotavirus dans 1 gramme de sel. On perd un tout petit peu. Pour la PCR, on amplifie pour arriver à 1 milliard. Ouais. Pour les autres virus ou les autres agents pathogènes. Pour le rotavirus, on en trouve dans 1 gramme de sel déjà, donc c'est équivalent à une PCR. Ouais, pour le neuro, c'est moins sensible. Pour le norovirus, c'est beaucoup moins sensible. Alors, juste, je veux dire, il n'y a en fait pas tellement de faux positifs et de faux négatifs sur la PCR nasale. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein de porteurs sains. Ce n'est pas des faux négatifs. Les mycoplasmes des enfants ont du mycoplasme dans le nez sans être malade à 10%. Le rhinovirus, c'est à 20%. Les adénovirus, c'est encore plus. Donc c'est ça le vrai problème de la PCR multiplex dans le nez. Une fois que tu ne tiens pas compte de ça, tu tiens compte de la coqueluche, tu tiens compte du VRS, tu tiens compte de la grippe, tu tiens compte du coronavirus. Si tu sais ce que tu prends, le reste, c'est parfait. Sauf que c'est cher. Bon, je remercie donc toute la salle, tous ceux qui sont patientés. Donc